Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette édition 2021 d'In-Out, édition et émission de télévision, 4 rendez-vous pour parler du bien vivre en ville, pour parler de la ville au féminin, pour parler de la ville connectée et aujourd'hui pour se demander s'il existe des modèles de ville idéales. Pour répondre à la question des reportages, on va partir à Barcelone et à Dunkerque, une plongée dans les imaginaires du 19e siècle et puis on va aussi avoir le point de vue de la jeunesse et plusieurs invités pour nous éclairer. Nous sommes au Champ Libre, un formidable vaisseau culturel et scientifique de la métropole de Rennes. Bienvenue à bord. « 70% des êtres humains habiteront en ville en 2020, ce sont du moins les prévisions des Nations Unies. Dans quelle ville veulent-ils vivre? Cette ville idéale, si tant est que la ville idéale existe, est-elle compatible avec les objectifs de réduction de la pollution, de préservation de la biodiversité? Plusieurs invités vont se succéder sur ce plateau. J'accueille pour l'heure notre invitée fil rouge, Jacqueline Hosty, bonjour. Bonjour. Vous êtes Jacqueline Hosty, paysagiste et urbaniste, lauréate 2020 du Grand Prix de l'urbanisme. Vous êtes auteur de très nombreux projets, je ne peux pas tous les citer. Parmi ceux qui... Alors il y en a un ici à Rennes, c'est l'écoquartier Beauregard-Quincé. Et puis parmi les projets en cours, pas très loin d'ici, à Nantes, le projet urbain de l'île de Nantes. Il y a un projet à Rouen, l'écoquartier Flaubert. Et puis à Paris, qui se termine, je crois, le parc Martin Luther King, c'est dans le 17e arrondissement. Ce parc Martin Luther King, et pour parler de la ville idéale, j'aimerais qu'on attaque là-dessus. Vous le décrivez, je cite vos mots, en disant « Je l'ai conçu comme une véritable scénographie des plaisirs urbains ». Que sont les plaisirs urbains, Jacqueline Hosty? D'abord, je pense que le plaisir urbain, c'est de vivre la ville ensemble, d'être dans des lieux où on partage le plaisir de contempler la ville, d'appartenir à une ville. Donc le travail, déjà, c'est de constituer des espaces où on est en symbiose, où on voit là où on est, on part d'un contexte, qu'il soit parisien, qu'il soit rennais. À chaque fois, le paysage change dans ses variations aussi, de lumière, de saison. Et donc, c'est d'accueillir au sein d'un espace pour tous, qui est l'espace ouvert, l'espace public, qu'il soit paysager ou urbain. C'est d'accueillir des usages, mais aussi des paysages, de créer des ambiances, d'être en symbiose avec le paysage autour, avec les autres, et donc de pouvoir pratiquer, avoir des pratiques diverses dans un cadre paysager qui amène la nature en ville. Jacqueline Hosty, je vois que votre regard hésite entre le mien et, on est ici à la bibliothèque, dans la partie haute de la bibliothèque des Champs Libres à Rennes, et l'extérieur et le paysage justement rennais. Est-ce qu'ici, par exemple, une bibliothèque ouverte complètement sur toute une partie, un pan de la ville, c'est un lieu de plaisir urbain? Pour moi, c'est totalement un lieu de plaisir urbain parce qu'on a déjà... Ce qui est important, c'est de mêler les échelles du petit et du grand, de voir très loin, de voir les clochers de la ville, par exemple, ou bien à Paris, ce sera peut-être la Tour Eiffel ou le Sacré-Cœur, comme c'est le cas au parc Martin Luther King, où on est en fait, on est dans le partage de la ville et de ses espaces. Et puis c'est aussi de pouvoir, à l'échelle du piéton, donc à l'échelle humaine, de pouvoir avoir tous les plaisirs de déambulation, de contemplation, de partage avec les autres, de pratiquer du sport, de pouvoir rêver, d'avoir des tas de pratiques selon son humeur, de s'approprier ces espaces de la ville. Je continue à essayer de suivre votre regard qui est un petit peu descendu vers les arbres puisqu'on voit de la verdure ici. Je cite le jury de ce Grand Prix de l'urbanisme qui vous a été décerné en 2020. Il a souligné, le jury, la poésie de votre œuvre qui démontre, écrit-il, que l'écologie est l'occasion de développer un art urbain porteur d'une poétique de la nature qui peut mettre en scène en pleine ville le spectacle des saisons. Est-ce que le premier ingrédient d'une ville où il y a du plaisir et d'une ville, peut-on l'espérer, où il fait bon vivre, c'est cette connexion avec la nature? Pour moi, c'est primordial parce que je pense que tous les humains ont besoin de ce rapport à la nature, aux éléments naturels, que ça soit ne serait-ce que l'ouverture sur le ciel. Des fois, il est bleu, il change de couleur, de nuances. Et de voir ces saisons, en fait, en ville, on est privé. Quand on habite à la campagne, la question ne se pose pas. Mais quand on est en ville, qu'on est privé de ces paysages lointains, du changement, le fait que les arbres se couvrent de feuilles, de fleurs, c'est un
un vrai plaisir. Et je pense que le plaisir de la contemplation est un usage qui appartient à tous, à toutes les générations, quelles que soient les couches sociales et les niveaux de culture des uns et des autres. Et je pense que le paysage, il est à la fois, bien sûr, la nature dans la ville, mais aussi c'est un paysage culturel, c'est-à-dire qu'on va aussi chercher les fondements du paysage et du plaisir de la ville dans son histoire, dans ce qui la constitue et dans ce qui va la fabriquer dans le temps, et aussi dans sa géographie qui des fois est souvent invisible sous le couvert du bâti de la ville. Alors il y a le bâti et il y a ce qu'on ne bâtit pas ou les espaces qu'on choisit justement de laisser libres. Je vous cite le trompettiste Miles Davis, célèbre trompettiste de jazz. Il disait que la véritable musique est le silence et que toutes les notes ne font qu'encadrer le silence. Est-ce qu'on peut dire que dans votre conception du paysage, votre conception de la ville, finalement, les espaces ouverts jouent le même rôle, c'est-à-dire que ce sont eux qui permettent à l'urbanité de s'épanouir? Alors souvent, j'utilise le mot vide qui n'est pas tout à fait approprié, mais le paysage, en fait, ce qui est important dans la ville, et surtout dans la ville dense, c'est creux. C'est la manière dont on va penser ces espaces-là. Souvent, on pense ces espaces-là après. On construit et puis on aménage ce qui reste. Or, je pense que pour faire la ville qualifiée, accepter la densité qui est nécessaire, la densification de la ville, elle est nécessaire, sinon on va s'étaler sur nos campagnes. Donc il faut la qualifier et donc de travailler la ville de l'intérieur, de ces creux, pour leur donner une vraie qualité, je veux dire, il faut équilibrer ces espaces ouverts avec ceux construits, avec toute la qualité architecturale ou patrimoniale qu'on peut rencontrer dans la ville. Je vous propose, Jacqueline Nosty, qu'on voyage un tout petit peu et qu'on rebondisse justement sur ce que vous venez de dire et notamment sur le fait de donner ou redonner aux citoyens leur place dans l'espace public. C'est le projet de ce qu'on appelle à Barcelone les superrías ou les supermanzanas. Une manzana en espagnol, c'est une pomme, donc des super pommes, puisque dans cette ville catalane, certaines rues, certaines places ont été repensées pour déporter la circulation des véhicules. C'est un reportage d'Élise Gazangel et Maud Vatine. Difficile de croire qu'il y a moins de 2 ans, ces rues de Barcelone étaient traversées par 3 voies de circulation. Aujourd'hui, le piéton est roi sur près de 9 pâtés de maisons du quartier central de Sant Antoni. Cette transformation, appelée Superilla, a permis de rendre plus de 20 000 mètres carrés aux habitants. Maria Teresa, qui vit là depuis 38 ans, est la témoin privilégiée de ces changements. Però veus ara, per exemple, aquesta canalla que són de ciutat, tenen un espai doncs, que poden fer les seves coses com si fossin al poble, amb un espai més obert. Aquí estan jugant, per exemple, els escacs, això està molt bé. Et pots sociabilitzar, no, diria? Depuis la pacification des rues de cette superilla, une nouvelle vie de quartier est née. Même ce club d'échecs amateur, habitué aux espaces clos, en a fait son nouveau terrain de jeu. Nos hemos encontrado con esta illa, que está esto, y la gente aquí se aglomera para esto, para la partida. Viene gente, maestros incluso, para pasarse sus tardes, sus mañanas. No es la misma comunidad, pero tiene otra salsa, ¿sabes? Tiene otra salsa que viene aquí, gente se reta unos a otros, y nos conocemos mucha gente ya de clubs y de torneos. Y ahí está lo bonito de esto, lo que se disfruta aquí en este entorno. Forte d'une première expérience menée dans un quartier moins transité de la ville en 2016, la mairie a achevé cette superilla en 2019 après consultation des commerces et voisins, comme Tony, primeur installé depuis 20 ans. Il peut désormais présenter ses fruits et légumes aux passants et non plus aux voitures, même si la disparition du carrefour lui faisait peur dans un premier temps. La verdad es que en principio cuando empezaban a hacer las obras pensábamos que sería un desastre, porque claro, tenemos muchos clientes que llegaban en coche, venían, cargaban, se iban, y claro, nos decían, bueno, no podrán aparcar, bueno, será un caos, no tendremos ventas, y no, la verdad me equivocaba mucho. El abrir esto, hacer una plaza aquí y el volumen de gente que ha cambiado, pues la verdad es que me ha ido muy bien. S'il doit désormais se garer plus loin pour décharger sa marchandise, Tony, le commerçant mais aussi habitant, n'y voit que des avantages. Como habitante, el único problema que aquí hay en la zona esta es la falta de parques. No, lo digo por mis hijos. Nos íbamos a un parque que está más escondido, que siempre da sombra y es más oscuro, y desde que hicieron la plaza, solo quieren plaza. Están con sus amigos, jugando, corriendo. O sea, para mí es un 10. Mais ces havres de paix ne compensent pas encore le manque d'espace vert à Barcelone où la voiture occupe toujours 60% de l'espace urbain.
Pour l'architecte en chef de la mairie, le premier défi a été de réorganiser cette circulation au cœur de ces quartiers. Que tú en ninguna plaza puedes cruzar de manera recta, ¿no? Siempre te obliga a girar, siempre te obliga a girar. Y esto es lo que hace que liberes un espacio central por donde nunca pasa ningún coche. Selon l'expert, le risque de déplacement de la pollution autour de ces superillas est contrôlé. Cuando eliminas el tráfico en la calle, de reconducción del tráfico, pero también está demostrado que después en su conjunto los números de desplazamientos bajan. De hecho, que la mejora del espacio público siempre acaba disuadiendo determinados desplazamientos que antes se hacían de una determinada manera. Por otro lado, y este es un factor absolutamente clave, la transformación del espacio público en el centro de la ciudad tiene que ir acompañada de una mejora del transporte público metropolitano. Baisse des émissions de dioxyde d'azote, des particules fines, plus aucun accident. Le projet a fait ses preuves et il séduit tellement que 21 nouvelles superillas verront le jour d'ici 10 ans, dont 4 en 2023. Un maillage qui permettrait cette fois à tous les Barcelonais de profiter à 2 pas de chez eux de ces oasis urbains. Notre deuxième invitée, Chantal Decmine, nous a rejoint sur le plateau. Chantal, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte et urbaniste. Première question, réaction à vous, Jacqueline, je vous poserai la même question. Cet exemple barcelonais, qu'est-ce qu'il vous inspire? Moi, j'ai trouvé très sympathique la présence caressante de la ville autour des gens, des enfants, et que cette personne dise que pour les enfants, c'est formidable de jouer là, parce qu'on comprend que la ville les prend dans ses bras. C'est une façon d'instruire les enfants que de les laisser jouer dans la ville et qu'il y ait des espaces qui soient extérieurs, qui sont aussi bien construits d'ailleurs que les espaces intérieurs, puisqu'on voit dans ce reportage que les formes et les contreformes sont la même chose, se tiennent. Forme et contreforme, si je ne suis pas expert en architecture ou en urbanisme, comment vous me le décrivez? Les formes du bâti sont... la contreforme des formes du bâti, c'est la rue, là en l'occurrence. C'est-à-dire que l'espace public, ce n'est pas que la chaussée et le trottoir, c'est la peau de l'espace privé qui fait en même temps la peau de l'espace public, ce qui est la caractéristique de la ville constituée. Et si je file votre métaphore, une peau, ça respire et donc ça permet aussi l'échange entre l'intérieur et l'extérieur. Jacqueline, une réaction également à ce reportage? Bien, on voit bien que lorsqu'on transforme une rue en espace totalement dévoué à la voiture, on peut en faire totalement un espace partagé par les générations. On les voit tous, là, les amoureux, oui, les jeunes. images sont assez émouvantes d'ailleurs. Oui, c'est très... Ouais. Et en fait, c'est un combat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour transformer la ville, c'est la réaction du commerçant qui dit on a peur, je ne vais pas avoir de commerçant, mais c'est classique, quoi. Quand on travaille sur la ville, ce travail, il y a une appréhension de changer, de penser tout voiture, alors qu'au contraire, ça change les modes de vie, de fonctionner, et ce changement est tout à fait possible et souhaitable pour rendre cette ville agréable pour les piétons, pour les habitants, et pas simplement que pour les gens qui se déplacent en voiture. Avant de changer, il faut savoir d'où on vient, il faut connaître l'histoire. Chantal Decmine, vous aimez dire, je vous cite, que la ville prend corps à partir de ses fondations, mais aussi d'une légende, d'un mythe de fondation. Qu'entendez-vous par là? Et quoi? C'est quoi? C'est-à-dire que, il me semble que la ville, c'est l'habitat naturel des humains. C'est-à-dire comme les termites, c'est des termitières. Lewis Mumford dit ça, la ville, c'est comme les nids, les termitières, les fourmilières, je ne sais plus exactement ces paroles. En fait, c'est un phénomène à la fois très organique, comme ça, et en même temps totalement symbolique, fondé. On voit bien qu'une fourmilière, ils n'enterrent pas leurs morts, ils n'ont pas de lieu sacré dans leur ville, ils n'ont pas de polarisation de leur lieu par rapport à des éléments institutionnels ou culturels qui font que tout dans une ville est complètement orienté. C'est-à-dire orienté, ça donne du sens. C'est en ce sens-là que l'histoire va apparaître dans les fondations, des fondations de la ville, et ça va être dit... Donnez-nous un exemple, par exemple, quand vous devez raconter une ville. Si je prends ma ville de Marseille, on sait bien que c'est un débarcadère, c'est une calanque en premier, et que toute la ville a sa légende d'accueil de l'étranger à travers le mythe d'Égyptis et Protis,
qui sont les amants mariés dans la ville, où c'est l'étranger qui est pris pour époux, en fait. Voilà. Et ici, la fondation, je ne connais pas le mythe fondateur de Rennes, mais on sait que la confluence de l'Ille et de la Vilaine font la fondation de la ville. Et c'est comme ça que ça je veux dire, si on atteint une masse critique à partir de cet ensemencement, je dirais, on a une ville. On va aller vers la ville, oui. Mais dès la petite taille, dès l'origine du mot ville, c'est la villa romaine. Dès qu'on a quelque chose comme une activité et des usages qui sont liés à des paysages et une organisation, on a la ville. Même si c'est tout petit. Quand on demande aux citadins, quand on demande aux habitants, aux non-spécialistes, qu'ils entendent par une ville agréable à vivre, vivable, ce qui ressort avant tout, c'est la tranquillité, la proximité avec la nature, le coût de la vie, les logements, etc. Quand on vous demande, à vous, paysagistes, urbanistes, les fonctions essentielles d'une ville pour qu'on s'y sente bien, vous répondez un petit peu des choses différentes. Vous parlez de liberté, vous parlez, alors vous l'avez déjà dit concernant Marseille, de l'accueil. La sécurité, le caractère agréable des choses. C'est quoi les ingrédients d'une ville les invariants d'une ville où il fait bon vivre? Je commencerai, je pense c'est d'abord de retrouver, il y a la ville du quotidien. Je crois que c'est important de bien habiter, de bien travailler, d'avoir des lieux agréables de travail, de partager la ville et donc de assurer la traversée, de se rencontrer. Puis les autres moments de la ville qui sont peut-être plus événementiels, passagers, c'est croiser un peu toutes ces dimensions. Et je pense que c'est fondé à des espaces où il y a une échelle aussi de proximité. Je pense qu'avec au début de l'émission, avec la pandémie, on a bien vu comment c'était important de pouvoir sortir de chez soi, de pouvoir rencontrer son voisin dans la rue ou dans des espaces de nature. Parce que franchement, quand on est dans la ville dense, moi j'étais à Paris, il y avait besoin de ça, quoi. Il y avait besoin de sortir, de voir des changements, du ciel, de rencontrer les autres. On va en parler dans quelques minutes des traces que cette pandémie va laisser dans la ville, de ce qu'elle nous a appris aussi. On va en parler notamment avec Lise Bourdeau-Lepage qui va nous rejoindre et vous succéder à Chantal Decmine. Peut-être une dernière question. Est-ce que la nature même de la ville parfaite, ce n'est pas justement l'imperfection? C'est-à-dire que nous, d'abord, on est des êtres humains, puis ça ne pourra jamais être parfait, une ville. Oui, enfin, je pense que toute utopie ne peut être qu'une dystopie. On vit l'utopie du mouvement moderne de l'urbanisme quand même. Hein. Je veux dire qu'il y a beaucoup de lieux, heureusement que les habitants savent les habiter, mais rien ne prouvait que c'était habitable. Et je dirais qu'une des choses les plus importantes en ce moment, on parle de l'urgence de l'écologie, du réchauffement planétaire, etc. Mais il me semble qu'il y a quelque chose sur quoi on ne se bat pas, qu'on est en train de perdre la ville. Et au-delà d'être agréable, la ville est nécessaire parce que c'est le seul dispositif qu'on connaisse pour pouvoir vivre en société. Toute utopie de la ville est une dystopie. Merci beaucoup, je vais retenir cette jolie formule, Chantal Decmine. Dans quelques instants, Lise Bourdeau-Lepage va nous rejoindre. Juste avant, nous allons entendre Olivier Razemont, notre chroniqueur. Selon le baromètre 2020 des villes de France, baromètre réalisé en novembre dernier par l'IFOP, 23% des actifs vivant dans une grande ville étant une ville de plus de 100 000 habitants dans ce sondage, 23% d'entre eux souhaitent déménager et s'installer dans une ville moyenne. Alors va-t-on vers la fin des métropoles? La chronique d'Olivier Razemont. Les grandes villes sont beaucoup moins sexy, elles ne font plus envie. Vous l'aviez remarqué? Vous voyez les termes dans lesquels on décrit les métropoles depuis le premier confinement. Exode urbain, départ des étudiants, tours inutiles, ralentissement de l'immobilier, quartier d'affaires à réorganiser. A l'inverse, on voit de nombreux reportages sur ces familles très heureuses qui, grâce au télétravail, se sont installées loin des métropoles. En France, le désamour touche particulièrement l'Île-de-France, qui a 12 millions d'habitants. En réalité, ce qui fait l'attractivité des grandes villes pose des problèmes très concrets et qui préexistaient d'ailleurs à l'épidémie. Pour une grande ville, attirer des nouvelles entreprises, c'est attirer des emplois, mais ça a également des conséquences en matière de prix de l'immobilier qui augmente, en matière d'embouteillage qui deviennent infernaux et évidemment de saturation des transports publics. Les citoyens eux-mêmes ne veulent plus de cette hyperconcentration. Durant la campagne des municipales de 2020, la métropolisation, qui est en fait la concentration des activités et des emplois dans une même ville, a été de plus en plus décriée. Et
pour la première fois, cette critique de la métropolisation n'est pas venue de l'extérieur, mais est venue du cœur même des villes, de l'endroit même où cette fameuse métropolisation est censée apporter ses bénéfices. Par ailleurs, la constitution de très grandes villes pose un problème environnemental. Comme le rappelle le penseur Thierry Pacaud dans Mesures et démesures des villes, les villes sont surconsommatrices à la fois d'eau, d'énergie, de béton, de foncier, de main-d'œuvre. Alors les villes moyennes auraient-elles pris leur revanche? On peut constater que de nombreuses villes aimeraient elles aussi bénéficier de cette population qui quitte les grandes villes. On serait tenté de croire que le télétravail pourrait régler tous ces problèmes, mais ce serait un raisonnement risqué, parce qu'aujourd'hui, il y a environ 30% des salariés qui peuvent télétravailler, et essentiellement ce sont des cadres. Et donc si on misait uniquement sur le télétravail, on aurait d'un côté des travailleurs nomades, qui seraient une partie du temps dans la grande ville et une partie du temps dans la ville moyenne ou la petite ville, et puis de l'autre, des travailleurs essentiels qui seraient d'une certaine façon assignés à résidence. Et ça recrée des inégalités qu'on reproche déjà aux métropoles. Pour limiter les conséquences de la concentration métropolitaine, il faut donc une vraie politique de réorganisation de l'espace au profit des villes moyennes, des petites villes, des villages qui ne demandent que cela. Lise Bourdeau-Lepage nous a rejoint sur ce plateau. Lise, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure des universités à l'université Lyon 3 Jean Moulin. Je voudrais vous entendre déjà réagir aux propos de notre chroniqueur d'Olivier Razemont, vous et Jacqueline Hosty. La fin des métropoles? Non, je suis complètement d'accord avec ce que disait Olivier Razemont. Alors peut-être parce que là, c'est ma casquette un peu d'économiste, c'est-à-dire que pour moi, le processus de métropolisation, c'est en fait tous les éléments qui font qu'on a avantage à être ensemble. Donc c'est ce qu'on appelle les économies d'agglomération. Et tant que les économies d'agglomération fonctionnent, ça ne peut pas être la fin des métropoles. Et ces économies d'agglomération, elles sont induites par le système économique. Donc pas de changement de système économique, pas de baisse pas de fin des métropoles. Et donc ça peut être joué sur les coûts de transport, sur les coûts de transaction. S'il y a une élévation, ça peut modifier cet équilibre entre les forces d'agglomération et les forces de dispersion. Donc je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas encore tout à fait dans ce cas de figure. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a un malaise dans certaines métropoles. On ne vit pas forcément très très bien, en fait, en certaines populations. Mais voilà. C'est l'écume du... en termes structurels, c'est de l'écume. Ouais. C'est ça que vous nous dites. Jacqueline? Moi, je pense que la métropole, effectivement, je ne pense pas qu'on en soit au bout, mais ce qui me semble important, c'est que ces métropoles gardent le contact avec leur territoire. Souvent, la perte de ce lien avec le territoire, sa géographie, le lointain, est essentielle, ne serait-ce que pour la question des continuités. On va partir des continuités écologiques qui sont celles qui nous ramènent à la nature. Hein. L'idéal étant de ramener entre guillemets, la campagne dans la ville. C'est l'aphorisme d'Alphonse Allais. Ça, c'est le grand rêve. Ah, j'ai oublié la phrase, mais si on faisait les villes à la campagne, voilà. Ce serait une bonne idée, car l'air y est plus sain. Exactement, on voit bien le résultat. Et aussi, c'est continuité aussi de flux, de transport. Je pense que la notion des mobilités est très, très importante dans la métropole. Apprendre à vivre différemment, enfin, d'accepter et d'intégrer les nouvelles mobilités qui sont celles du piéton. On parle de la ville à 5 minutes, la ville un quart d'heure. Mais je crois que c'est important, cette relation au temps et à la distance. Alors justement, s'il y a bien un moment de notre vie et de notre vie collective qui nous a amené à réinterroger tout ça, ça a été la période du confinement. Je pense vraiment au premier confinement, ouais. Particulièrement en France, celui du printemps 2020. Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qui va rester de cette période, à la fois dans notre pensée de la ville et peut-être dans les villes elles-mêmes? En fait, ce qu'on a qualifié de grand confinement, parce que c'était l'arrêt, pas seulement en France, mais dans le monde entier, c'est que finalement, ça a été un révélateur de certains maux urbains. Donc, déjà, le fait qu'on ait des services qui ne soient pas disponibles dans tous les quartiers des villes, qu'on ait des logements qui ne sont pas forcément et qui ne sont pas adaptés du tout, surtout dans les métropoles, au confinement. Mais c'est aussi la prise de conscience qu'on vit dans un environnement qui est pollué, où on a des rythmes effrénés. Donc en fait, ce confinement nous a permis de prendre conscience en fait qu'on vivait dans un espace qui était très bruyant. Il y a sur l'enquête que j'ai menée, il y avait avant le confinement 3400 Français qui subissaient des nuisances sonores sur 11 000.
il n'y en a plus que 1750 qui subissent des nuisances sonores après. Donc ils ont découvert le vide, ils ont découvert le calme, ils ont découvert le ralentissement, ils ont découvert la nature aussi, les végétaux, en passant par la fenêtre. Voilà, ils voyaient que la végétalisation, voilà. Et tout ça, donc du coup, c'est aussi, d'un autre côté, ça révèle les maux urbains, ces inégalités qu'on a, ces problèmes de services, de proximité, comme le disait Jacqueline, finalement, après cette appétence pour la ville du quart d'heure où on aurait tout à proximité. Donc ça a été un révélateur. Et puis dans un deuxième temps, au moment du déconfinement, ça a été il a permis de faire quelque chose en fait. Par exemple, parce que la fonction de révélateur, cette période, et pas seulement le confinement, elle l'a dans plein de domaines de révélateur ou d'accélérateur d'un certain nombre d'évolutions. Mais qu'est-ce qui va rester alors ? Qu'est-ce qui va rester ? Moi, je pense que c'est cette prise de conscience qu'on vit dans un environnement urbain qui est forcément pas très amène pour nous et qu'il faut replacer l'humain au centre des décisions finalement d'aménagement et de faire en sorte que l'individu et le piéton et le petit urbain se sentent bien dans nos villes. Et on l'a vu à Barcelone, le petit urbain finalement, il a retrouvé sa place en ville. Avec cette jolie image que tu disais, Chantal Decmine, en disant la ville prend l'enfant dans ses bras. Jacqueline ? Je pense que la pandémie, je ne sais pas, en tout cas c'est une vraie prise de conscience et on a envie de changer, que les choses évoluent, prennent en compte aussi la nécessité de donner de la place à la nature dans la ville, comme un espace, parce qu'on en a besoin. Et du coup, c'est de penser des espaces qui peuvent accueillir cette nature, accueillir effectivement la proximité, le plaisir d'être ensemble dehors et pas uniquement chez soi. Alors je ne rentre pas dans la qualité des logements qui doivent être adaptés justement à ces nouveaux modes de vie, mais c'est vrai qu'on peut s'interroger sur les milliers de mètres carrés de bureaux qui ont été construits, comment ça va évoluer. Donc on est dans un questionnement là, comment on va je ne trouve pas mes termes, mais mutualiser et changer un peu toutes ces affectations de grands programmes vers autre chose pour effectivement remettre l'humain au cœur du système. Alors mettre l'humain au cœur du système, mettre les personnes valides, mais aussi les personnes qui ont des difficultés de déplacement. La communauté urbaine de Dunkerque tente depuis plusieurs années d'adapter son espace public aux personnes en situation de handicap. Je vous propose d'y rendre une petite visite avec ce reportage. Il est signé Frédéric Touchard. Médaille d'or de la destination pour tous, c'est le titre obtenu en 2021 par la CUD, la communauté urbaine de Dunkerque. Un titre honorifique, mais pour récompenser des actions concrètes menées sur le terrain par la collectivité. Car Dunkerque œuvre pour inclure et faciliter les déplacements des populations en situation de handicap, les habitants bien sûr, mais aussi les touristes. L'ensemble des bus sont équipés de plaques où on peut monter et les quais aussi sont accessibles, la plupart. Donc ce qui fait que ça facilite vraiment les choses et il y a une bonne amélioration au niveau de la ville en termes d'accessibilité au niveau des transports. Pardon. C'est très agréable de pouvoir les week-ends partir en famille et être en fauteuil et que tu es en bas, les enfants sont sur la bague du sable. C'est sympa. Et pour mettre en place ces mesures d'accessibilité, tout se décide dans une commission qui réunit l'ensemble des acteurs de la collectivité nordiste, une synergie qui permet d'accompagner toutes les formes de handicap. Quai des Hollandais. Rouge, piéton. Quai des Hollandais. La mobilité, on vient d'entendre les feux sonores avec des noms de rues, c'est important pour se repérer. Et cet accompagnement permet aux personnes en situation de handicap d'être plus autonomes en ville. Je prends le bus seul. On peut aller au cinéma seul. Il y a des cinémas qui sont équipés pour audio-description. Donc avec un système, un casque individuel, donc on ne gêne personne. On a fait avec l'association Tandem dont je fais partie, on a fait aussi le tour des remparts à Gravelines, en Bacov. Donc sur les bateaux, ils nous avaient mis à disposition des maquettes en relief qui nous permettaient de suivre l'explication de la guide. À destination de Grande Sainte-Suite. Des exemples qui montrent la volonté de la communauté urbaine de Dunkerque
de fournir la même qualité de service que l'on soit valide ou en situation de handicap. Il faut montrer que notre territoire s'adapte à tous les touristes possibles. Et depuis longtemps, nous travaillons dans ce sens. On a même établi un guide de la ville, un guide du territoire dunkerquois pour les personnes en situation de handicap. À l'origine, c'est d'ailleurs des personnes eux-mêmes en situation de handicap, puisque c'est l'Institut Van-Covenberg, avec les jeunes de cet institut, qui ont créé ce guide. Tablettes pour les personnes déficientes auditives dans les musées, audio-description au milieu scolaire ou support de communication adapté à l'Office du tourisme. Ce sont au total 88 actions qui ont été ciblées par la communauté urbaine de Dunkerque à destination des personnes handicapées. Des actions que la collectivité nordiste entend mettre en place pour les 5 prochaines années. La ville pour toutes et tous, la ville pour les personnes en situation de handicap. Avec Barcelone, on avait aussi la ville pour les enfants. Est-ce que finalement, dit Bourdeau-Lepage, Jacqueline Hosty, quand on pense cette ville pour les personnes en situation de fragilité, on ne pense pas la ville pour tous? Est-ce que ce n'est pas finalement une très bonne clé pour essayer de penser des espaces plus urbains? Bon, penser les espaces urbains, de toute façon, c'est penser l'accessibilité pour tous. Donc, des handicapés, des mamans avec des poussettes, des personnes âgées. Donc, il faut des papas avec des poussettes? Des papas avec des poussettes, évidemment. Mais c'est clair que quand on dit l'espace ouvert et l'espace public, il appartient à tous. Et donc, il faut qu'il soit accessible pour les uns et les autres et rendre la jouissance des plaisirs urbains accessible à tout le monde. Oui, je suis d'accord avec ce que dit Jacqueline. J'ajouterais peut-être que c'est en pensant l'hospitalité en fait, des espaces publics. On a montré, dernièrement, il y a eu un livre qui est sorti qui a fait un peu de bruit à ce propos, que les espaces publics étaient inhospitaliers. Oui. On va citer le livre peut-être alors. Si vous vous souvenez si du je nom. me rappelais du titre, ça irait mieux. On va regarder, on le dira tout à l'heure. Voilà, systématiquement j'oublie. Et donc du coup, c'est finalement se dire, voilà, pour vivre tous ensemble et comme il faut, et pour être un urbain, en fait, ce qui va définir un urbain, une manière de définir un urbain, c'est d'être capable de mettre son pas dans le pas de l'autre. Donc, du coup, on est en plein dedans, cette question de l'accessibilité. Et c'est vrai qu'on pense souvent aux personnes en situation de handicap, mais quelque part, les mères ou les pères avec des enfants en bas âge plus une poussette, ça devient, l'espace public devient hostile, en fait. Et donc, du coup, je trouve que c'est les personnes âgées qui ont besoin aussi, et les personnes âgées. Alors, quand on enlève un banc public pour plein de raisons, pour aller faire les courses, elles ont besoin de s'arrêter. On les confine à la maison parce que finalement, elles vont pas pouvoir faire des pauses. Exactement. Même si elles ne la font pas, elles ont besoin de l'idée de pouvoir la faire, cette pause. Et donc, du coup, c'est vrai que penser cette accessibilité aux personnes en situation de handicap, finalement, ça permet aussi d'avoir des effets sur l'ensemble des urbains et finalement de revenir à ce qui fait l'urbanité, c'est la rencontre, la capacité d'être avec l'autre et que quand on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas être avec l'autre. Donc à quoi bon vivre en ville? J'aimerais vous entendre toutes les deux sur le rapport au temps qu'induit une organisation urbaine. On a beaucoup parlé de l'espace. La ville, souvent, et d'ailleurs on le dit, on l'entend, on le ressent parfois même quand on est soi-même très urbain et qu'on revient d'un temps plus... calme, dans un monde plus rural, il y a ce rapport au temps, ralentir le rythme. Est-ce que c'est une affaire individuelle ou est-ce que ça peut aussi être une affaire d'organisation urbaine ? C'est une affaire, je pense, collective, en fait. Et du coup, on voit qu'on est dans des milieux... C'est ce que nous a révélé la pandémie, c'est qu'on est en surcharge environnementale, on a tellement de stimuli qu'on ne peut pas rentrer en contact avec les uns avec les autres, et on est en surcharge virtuelle aujourd'hui. On est censé répondre à tous les messages qu'on reçoit, et finalement, on a des interactions qui ne sont pas des interactions de face à face. Et du coup, ces deux types de surcharge, la virtuelle fait écho à la surcharge environnementale, font qu'à un moment donné, on a besoin de ralentissement. Et ce ralentissement, finalement, il passe par des éléments de nature, par les parcs, par les jardins, des moments de pause. C'est ce que disait justement Jacqueline tout à l'heure. On a besoin des jardins parce que justement, on a ces deux types de surcharge. Donc du coup, effectivement, c'est quelque chose qui est assez important, qui est une manière de comprendre aussi pourquoi ce besoin ou ce désir de nature est si prégnant aujourd'hui dans la société française, et pas seulement. Jacqueline, je voudrais vous entendre d'un mot sur votre métier de paysagiste. Parce que, alors, paysagiste, quand on ne sait pas, on se dit que le paysage, c'est un truc à l'extérieur, c'est les beaux paysages, on n'y pense pas forcément pour l'urbain. Qu'est-ce que ça recouvre être paysagiste? C'est penser les choses de manière très systémique?
Le paysagiste, on pense tout de suite au vert, au jardin. Voilà. C'est clair que le métier de paysagiste vient de là. Donc c'est de dire, on compose avec ce qu'on disait, mettre en forme un espace extérieur pour accueillir différents usages, accueillir la nature, son développement, accueillir le monde vivant, que ce soit les hommes, les animaux et les végétaux. Et en fait, quand on parle de la ville ralentie, on a envie d'aller vers cette ville ralentie, mais ce n'est pas sans combat. C'est un vrai combat parce que l'espace public est par naissance un espace de conflit aussi. C'est là où on partage, mais c'est là où on se frotte aux autres. Et c'est un espace de négociation. C'est-à-dire que pour négocier cet espace ouvert, pour qu'il puisse exister, pour qu'il assure les continuités entre les quartiers, entre un lieu, entre un parc, une centralité, c'est un temps de négociation et de mise en place assez long. Et accueillir la nature en ville, ce n'est pas simplement mettre une plante dans un pot, c'est donner la capacité à un arbre de pouvoir se développer, d'avoir de l'eau, d'avoir de la lumière, de créer ce changement, enfin, ce bien-être climatique dont on va avoir besoin actuellement avec les changements. Donc, c'est en fait, le paysage est extrêmement complexe. C'est une approche très globale, en fait, très holistique. C'est une approche très transversale à la fois dans les dimensions que ça croise, que ce soit des contraintes physiques, géologiques, humaines, de social, de transport, de déplacement, de commerce, de faire la ville. Et puis des dimensions, la dimension du temps. C'est-à-dire que faire la ville, c'est long. Soit on est dans la ville qui existe, comme disait tout à l'heure Chantal, on part de tout petit, mais après ça se construit. La ville se construit sur elle-même. Et puis des fois, on crée des nouveaux quartiers qui donc se développent dans le temps, et pour la mise en place de cette ville, ça prend du temps. Si on reste sur le temps, mais à une autre échelle, il y a un terme qui est très à la mode en ce moment, il y a même des adjoints, un certain nombre de maires, notamment depuis les dernières municipales, qui sont adjoints à la ville du quart d'heure. Est-ce que c'est un slogan, la ville du quart d'heure, ou est-ce que c'est une façon, selon vous, très opérationnelle de penser le renouvellement urbain ? Je dirais que oui, quelque part. En fait, c'est finalement... Oui, c'est un slogan ou oui, c'est une façon de penser d'ailleurs? Pardon, ma question était mal posée. Non, c'est finalement une façon de poser un nouveau regard sur la ville et de mettre... de ne pas oublier le temps, la temporalité dans l'espace urbain. C'est la ville, la nuit, le jour, pour les travailleurs du crépuscule. Ça, c'est extrêmement important parce que, en fait, avec l'heure universelle, finalement, on est passé de la journée lumière à la journée de travail. Et du coup, on a eu des rythmes qui n'étaient plus connectés avec l'élément naturel. Ça, c'est important de pouvoir revenir à ça. Et du coup, de repenser la ville à l'échelle humaine, parce que quand on parle de la ville du quart d'heure, finalement, c'est des quartiers du quart d'heure. On va pouvoir avoir un certain nombre d'aménités dans ce quartier-là. C'est aussi une manière de se dire aussi que, finalement, il y a plusieurs moments dans la ville. Et qu'il faut penser la ville, pas simplement le jour, mais aussi la nuit, et pas simplement pour la métropole, les cadres supérieurs, mais aussi pour les travailleurs que je qualifie. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Lise Bourdeau-Lepage. Dans quelques instants, Clovis Solo, qui est étudiant à Sciences Po, va vous succéder sur ce plateau. Question, juste auparavant, comment voyait-on la ville idéale il y a un siècle? Réponse en images avec ces gravures de Jean-Marc Côté dénichées par la Bibliothèque nationale de France. C'est une petite pastille vidéo réalisée par Lucille Berland, Mélodie Da Fonseca et Josefa Lopez. Nous sommes à l'aube du 19e siècle. Les gravures que vous découvrez ont été imaginées par un certain Jean-Marc Côté. Entre 1889 et 1910, ce peintre français méconnu va imaginer, avec un groupe d'artistes, comment les citoyens vivront dans les villes de l'an 2000. Ensemble, ils produisent 87 vignettes qui représentent les transports, les loisirs ou même l'aménagement de la ville future. Dans ces gravures, les touristes et les travailleurs n'ont plus de problème d'embouteillage. Pour faire du shopping ou se rendre au bureau, ils se déplacent tout simplement en taxi volant. La ville leur est même rendue. Les larges artères parisiennes sont entièrement piétonnes et les gendarmes régulent la circulation dans les airs. Dans le monde de l'an 2000, vivre en ville sera aussi plus sécurisé. Par exemple, les soldats du feu viendront à bout des incendies grâce à des ailes de chauve-souris qui les propulseront au sommet des bâtiments. Si, même en 2021, les concepts imaginés par l'équipe de Jean-Marc Côté semblent parfois irréalistes, d'autres en revanche sont étonnamment visionnaires.
En regardant ces gravures d'hommes en train de voler, on pense par exemple à l'exploit d'un certain Frankie Zapata qui a traversé la Manche debout sur un skateboard volant à l'été 2019. Ou encore celle-ci qui fait penser aux livraisons de colis postaux par drone qui ont déjà commencé aux États-Unis. Si les vignettes de Jean-Marc Côté et de son équipe sont si avant-gardistes, c'est que l'époque est particulièrement propice à l'imagination. Les romans d'anticipation de Jules Verne, comme De la Terre à la Lune ou 20 000 lieues sous les mers, ont imprégné l'imaginaire collectif et tout semble possible. Dans ce monde bouleversé par les 2 premières révolutions industrielles, la croyance presque aveugle dans le progrès technique et l'intelligence humaine va être un puissant moteur pour imaginer des villes plus sûres et plus agréables à vivre. Alors nous avons le 21e siècle vu par la fin du 19e. Maintenant, je vous propose le 22e vu par le 21e. Clovis Solo, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiant à Sciences Po Paris, à l'école urbaine de Sciences Po Paris. On a choisi dans cette édition 2021 d'InOut de donner la parole aux jeunes. Peut-être avant de vous demander ce qui vous passionne dans les questions urbaines, et il y a notamment un point qui devrait plaire également à Jacqueline Hosty, une petite réaction à cette vision que le 19e siècle avait de la vie aujourd'hui ? Ah oui, tout à fait. Oui. Alors, malgré le fait que ces images soient débordent d'imagination, il y a quand même des références à des choses qui sont très actuelles. On voit, moi, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est justement cette omniprésence des transports aériens. Aujourd'hui, on peut peut-être faire écho au développement des drones, mais aussi justement ce rattachement à la terre avec l'omniprésence de la piétonisation des villes. Et je pense que c'est aussi un débat actuel de l'interrogation de la place de l'homme et de sa circulation en ville. Donc, très agréablement surpris. Oui. Clovis, alors vous êtes passionné pour les jardins partagés. Oui, tout à fait. Alors j'ai eu la chance, en 2019, de réaliser un stage d'un mois au jardin partagé de la ville de Denain, dans un quartier assez défavorisé. On est dans les Hauts-de-France, là. On est dans les Hauts-de-France, oui, tout à fait. Denain, c'est une petite ville très touchée par le chômage depuis la désindustrialisation du Nord. Et ça a été vraiment un révélateur parce que j'ai compris justement l'importance d'une part de la nature et de la réintroduction de la nature en ville, mais aussi de ces espaces de vie collective et des espaces naturels pour les habitants eux-mêmes, notamment dans la construction de liens sociaux. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce stage et j'ai pu notamment poursuivre le travail sur l'étude du jardin partagé. Voilà. Je ne veux pas faire de vous un représentant de la jeunesse en général, mais on a quand même le sentiment que à la préoccupation très forte pour l'environnement, la génération Greta qu'on a vu émerger il y a quelques années, s'ajoute aujourd'hui une préoccupation très forte du social. Est-ce que vous, c'est un peu le chemin que vous effectuez en disant il faut que les deux avancent du même pas ? Alors, oui, tout à fait. En réalisant ce stage, j'ai voulu vraiment mêler la question écologique qui est effectivement très importante, surtout chez les jeunes aujourd'hui, mais aussi vraiment la question sociale. Et je me suis rendu compte qu'au-delà de l'aspect environnemental et écologique de ce lieu, c'est vraiment son importance sociale dans les interactions sociales qui promeut dans cette pratique collective qu'est le jardinage, qui était vraiment très importante au-delà de l'aspect environnemental. Alors bien sûr, j'ai pu discuter avec les adhérents qui avaient justement cette conscience un peu environnementale et dire bah oui, effectivement, c'est important d'avoir ces espaces pour l'environnement, pour la planète, mais avant tout, c'est vraiment, ils allaient au jardin justement pour être ensemble et tisser des relations avec les habitants. Jacqueline, vous avez longtemps enseigné à l'École nationale supérieure du paysage de Blois. Est-ce que vous avez l'impression que justement les jeunes générations aujourd'hui ont intégré cette question de l'environnement, peut-être cette question sociale aussi, de manière beaucoup plus naturelle que des générations qui les ont précédées ? Je ne parle pas forcément de vous, dont c'est le sujet depuis longtemps, je parle en général. Oui, mais même de toute façon, même dans mon parcours, j'ai pu voir comment la perception du paysage a changé, la prise en compte de la nature. Je pense qu'à un moment donné, les jeunes aujourd'hui ont une conscience beaucoup plus forte, effectivement, des notions, de l'écologie. De la préservation, je dirais, de notre planète, le fait de cultiver la question de l'alimentation aussi. C'est une prise de conscience qui est beaucoup plus forte qu'au moment où moi j'ai commencé à bosser, où là on travaillait,
on remplissait des espaces, c'était l'époque des villes nouvelles autour, donc on faisait du vert, on faisait du jardin entre des continuités vertes, on parlait d'espaces verts, hein. Or aujourd'hui, je pense qu'on a une vision un peu plus... je trouve que le rapport à la nature s'est complexifié, c'est devenu beaucoup plus dense que simplement de l'embellissement et d'être joli, évidemment, puisqu'on aime bien... Mais je pense qu'il y a une notion beaucoup plus complexe, beaucoup plus dense et beaucoup plus consciente de la valeur écologique des lieux et du partage et du travail, enfin, de l'échange avec les autres. Vous avez le sentiment, vous, dans votre formation, Clovis, que cette dimension est suffisamment prise en considération par vos enseignants, qui sont un peu vos aînés aussi? Oui, tout à fait. Oui. C'est vrai que, bon, pas avec tous les enseignants, mais il y a parfois des conflits générationnels où on n'a pas la même vision, mais justement, c'est pas un frein à la réflexion, c'est plutôt plus enrichissant qu'un frein, parce qu'on mêle différents points de vue. Et oui, c'est vrai que, enfin, si je pouvais citer Chantal Dechmine, dans son livre Vivre la ville, elle parle justement d'un processus de déshabillage de l'espace public dans les années 60 en France, où justement on s'apercevait que, même si je n'étais pas né, que l'espace public perdait justement de cette notion collective. Les gens se croisaient moins au profit d'une accélération de la circulation, alors qu'au contraire, justement, je trouve que ces espaces partagés, en l'occurrence les jardins communautaires, réapportent cette notion sociale et très importante à mon sens de l'espace public, qui n'est pas seulement un lieu de passage, mais bien un lieu de rencontre. Et un autre sujet qui vous passionne, vous, c'est la mobilité. Et à l'intérieur de la mobilité, le vélo, et particulièrement l'exemple danois. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, le vélo en ville et puis même à la campagne. Et c'est vrai que j'ai été très impressionné, même si je ne suis jamais allé, de la façon dont la ville de Copenhague s'est transformée, qui est passée d'une ville où la voiture était omniprésente à aujourd'hui une ville faite pour le vélo, même s'il y a encore une cohabitation, mais le vélo est aujourd'hui majoritaire en nombre dans cette ville. Et à mon sens, c'est dans cette quête de la ville idéale un exemple à suivre, étant donné que le vélo est d'une part plus écologique, meilleur pour la santé et doit faire partie justement de cette ville du futur. On travaille quand on travaille sur les nouveaux morceaux de ville ou réintervenir. La question des mobilités est importante et il faut renverser absolument. On pense d'abord voiture, transport en commun, vélo, piéton. J'ai envie de dire, on pense piéton, vélo. Parce que souvent, des fois, il y a des conflits entre vélo et piéton. Et ça reste chacun étant dans son bon droit. Et on voit une succession de fils, chacun dans son couloir. Et quand même, je reste quand même persuadée que l'espace public reste un lieu de partage et donc de politesse par rapport aux uns et aux autres. Et je pense que la notion de ville ralentie me plaît bien parce que ça veut dire qu'on prend le temps de laisser la place aux autres et de vivre ensemble selon des différents modes. Cette émission touche à sa fin. Jacqueline Hosty, est-ce que vous auriez un message particulier pour Clovis et à travers Clovis pour les jeunes qui vont penser la ville de demain, qui vont la fabriquer? Peut-être si ce n'est des erreurs, des regrets que vous-même vous auriez en vous disant bah, tiens, tel truc, on l'a compris un peu tard dans notre génération. Et un conseil non, je n'ai pas de conseil à donner. Je crois qu'on fait sincèrement ce qu'on comprend déjà. D'abord, il faut être dans son époque, hein, de voir. Moi, j'ai pu évoluer. On évolue, heureusement. Je crois que la ville évolue et nous aussi. Et prendre les leçons, d'être vigilant au changement de la société qui fait qu'on change notre regard. Néanmoins, un paysage reste un paysage. Le plaisir de contempler la ville reste toujours, et il faut le préserver. Non, je pense qu'il n'y a pas de... Il faut être juste en phase et surtout de croire et puis de se battre parce que c'est un combat perpétuel pour aller vers cette ville idéale ou ce rêve de ville partagée. Bah. Tout à fait, moi je suis tout à fait d'accord et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord sur le concept effectivement évolutif de la ville. La ville est un objet en perpétuel mouvement et si effectivement de grandes politiques permettent le changement des villes, je pense que l'écoute des citoyens qui vivent la ville est aussi vraiment important et c'est une accumulation d'initiatives qui vont aussi faire contribuer au changement de la ville et voilà.
L'écoute des citoyens, l'humain au cœur, la ville idéale, la ville pour les humains. Merci beaucoup Clovis, merci beaucoup Jacqueline de nous avoir accompagnés pendant toute cette émission, 4e émission d'InOut où on explore les villes de demain. Je voudrais aussi remercier Champs Libres pour son accueil, qui est ce merveilleux équipement culturel et scientifique de la métropole de Rennes. Merci également aux journalistes qui ont permis la réalisation de cette émission et notamment au Monde, Isabelle Henbel, Laetitia Van Écoute, Olivier Razemont et Valentine Machu. Merci à nos hôtes, TVR et la métropole de Rennes. Vous pouvez évidemment revoir cette émission et les autres émissions de la série sur TVR et sur lemonde.fr.